qui a pour ordre du jour la proposition de résolution européenne de nos collègues Lisa Bellouco et Stéphane Delotrette pour éviter la dérégulation des nouveaux organismes génétiquement modifiés. Pour la pleine lisibilité des travaux de notre commission, je rappelle qu'initialement, nos deux collègues avaient déposé chacune et chacun une proposition de résolution sur le sujet avec leur accord. Et après le travail conjoint que vous avez mené en audition, vous êtes tombés d'accord pour proposer un texte unique. Et donc, je vous en remercie parce que c'est plus simple ainsi. Et donc, je vous propose au préalable de ce débat de les nommer co-rapporteurs sur la proposition de résolution dont ils sont les auteurs pour éviter ainsi la dérégulation des nouveaux organismes génétiquement modifiés. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Et je vous propose, mes chers collègues, de prendre immédiatement la parole pour que nous puissions examiner votre texte. Bien, merci, Monsieur le Président, de nous accueillir dans cette belle salle et dans cette commission. Chers collègues, ma collègue Lisa Bellouco et moi-même, inquiets du développement de la législation relative aux nouvelles techniques génomiques NTG, avions déposé en janvier dernier 2 propositions de résolution européenne visant à éviter la dérégulation de ces nouveaux organismes génétiquement modifiés, OGM. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, comme l'a rappelé notre président, et après de nombreuses auditions communes, nous avons décidé de fusionner nos 2 initiatives parlementaires afin de vous présenter aujourd'hui un texte commun, équilibré et soutenu par plus de 80 collègues députés de 8 groupes parlementaires différents. Cette résolution a un objectif simple: positionner l'Assemblée nationale en défaveur de la proposition de règlement visant à réglementer les plantes issues des nouvelles techniques génomiques, dit règlement NTG, publié le 5 juillet dernier par la Commission européenne. Tout d'abord, que sont les NTG ? Alors, pour le dire simplement, il s'agit de nouvelles techniques permettant de modifier l'ADN d'une plante sans avoir à y insérer un gène étranger comme pour les OGM classiques. Ce projet de règlement vise donc à déréglementer ces nouveaux OGM en leur offrant un cadre spécifique, particulièrement souple, avec pour unique objet de les exclure du champ d'application des directives 2001-18 et 2015-412 régissant aujourd'hui l'utilisation des OGM en France et en Europe. Ces 2 textes, défendus par la France à l'époque, permettent notamment une pleine application du principe de précaution et protège durablement notre souveraineté agricole et donc alimentaire. Ainsi, pour être cultivé, un OGM doit aujourd'hui faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, donc d'une analyse de l'évaluation des risques pour la santé ou l'environnement auprès de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. En outre, un État membre peut choisir d'activer à tout moment une clause de sauvegarde, opt-out, donc refuser la culture d'un OGM sur son territoire, comme la France l'a décidé sous le gouvernement Sarkozy pour le maïs transgénique MON 810 du groupe américain Monsanto. Or, la proposition de règlement sur laquelle nous débattrons aujourd'hui revient totalement sur cet équilibre protecteur, en distinguant 2 catégories de NTG sur le simple postulat que certaines variétés de NTG seraient équivalentes à des plantes naturelles. Cela revient tout simplement à déréguler les nouveaux OGM sans fonder cette distinction juridique sur des critères scientifiquement admis. Si je suis favorable à promouvoir la recherche scientifique et les nouvelles techniques scientifiques, notamment lorsqu'elles permettent de répondre à des enjeux d'adaptation au changement climatique ou favorisent de meilleurs rendements, je ne suis pas partisan de jouer aux apprentis sorciers lorsque des avis scientifiques en provenance d'autorités reconnues telles que l'ANSES ou l'INRAE soulignent l'absence de consensus scientifique européen pour autoriser une telle dérégulation. Ainsi, l'ANSES, dans un avis du 29 novembre 2023, conclut que poser le nombre de 20 modifications maximum comme critère d'équivalence entre plantes conventionnelles et NTG ne repose sur aucun fondement scientifique. En l'absence de prise en compte de la taille du génome, ce nombre est défini de manière totalement arbitraire.
D'autre part, le professeur Yves Berthaud, directeur de recherche à l'INRAE, précise que les qualités supposées des nouveaux OGM ne relèvent, comme pour les premiers OGM, que d'une économie de la promesse. En outre, selon une étude de l'Agence fédérale allemande de conservation de la nature, les recherches sur les NTG porteraient davantage sur une amélioration des caractéristiques esthétiques et nutritionnelles des plantes que sur leur capacité de résilience au changement climatique et n'auraient aucune conséquence positive sur l'adaptation des plantes au réchauffement climatique ou sur la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Aussi, face à l'absence d'arguments scientifiques montrant les bénéfices d'une telle dérégulation, nous demandons au gouvernement de soutenir au prochain Conseil de l'Union une position de rejet du texte dans l'attente de la publication d'un avis scientifique de l'EFSA, attendu en juillet prochain, et de la publication d'un second avis de l'ANSES, actuellement bloqué au gouvernement et par le ministre Marc Fesneau, au mépris de toute transparence. Rejeter le texte aura pour conséquence mécanique de conserver la législation relative aux OGM, plus protectrice tant pour les consommateurs que les agriculteurs. À défaut, nous demandons un minima au gouvernement de soutenir, lors des négociations au Conseil, les quelques avancées permises lors du vote au Parlement européen le 6 février dernier, ainsi que l'ajout d'une clause de sauvegarde, opt-out, en cohérence avec le principe de précaution et donc le respect du droit de l'Union, afin que la représentation nationale et le gouvernement puissent revenir sur cette décision dans le futur en fonction des avancées scientifiques sur le sujet. Chers collègues, ne légiférons pas dans l'urgence sur un sujet aussi majeur en l'absence d'un consensus scientifique européen. Je vous remercie. Je vais poursuivre cette présentation, Monsieur le Président, Monsieur le corapporteur, chers collègues. S'il n'y a plus de culture transgénique en France, c'est grâce aux mobilisations citoyennes commencées dès la fin des années 90. Malheureusement, le problème des organismes génétiquement modifiés, les OGM, n'est pas derrière nous. D'abord, nous apportons des OGM pour nourrir les animaux issus de l'élevage industriel. 70% des importations destinées à l'alimentation animale dans l'Union européenne sont des OGM. Certaines cultures OGM, de colza ou de tournesol par exemple, sont cultivées en France dans la plus totale illégalité, alors même que le génome a été manipulé. Enfin, et c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui, il est question de déréguler totalement une famille complète d'OGM, les plantes issues des nouvelles techniques génomiques ou NTG. En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a pourtant jugé que toutes les plantes issues des NTG devaient être assimilées à des OGM et donc soumises aux mêmes règles strictes les encadrant. Car il s'agit bien, stricto sensu, de modifier en laboratoire le génome d'une plante pour en modifier les caractéristiques physiques. Nous avions obtenu qu'aucun OGM ne puisse être cultivé sur notre sol, ni être vendu pour l'alimentation humaine. C'est cet acquis que le règlement vient attaquer en cherchant à autoriser la culture de plantes issues de nouvelles techniques génomiques. Alors pourquoi s'en inquiéter ? D'abord parce que les OGM sont cultivés dans le monde depuis bientôt 3 décennies. Comme les OGM, les NTG ne tiendront pas leurs promesses. On nous avait promis l'éradication de la faim dans le monde. Celle-ci sévit encore et a largement augmenté ces dernières années. On nous avait promis de faire pousser des plantes sans eau, encore un mirage. D'un côté, on nous répète à tort et à travers qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau pour justifier notamment la construction de méga-bassines, par exemple. Et de l'autre, on nous promet que les OGM arriveront à pousser sans eau. Il faudrait savoir. On nous avait promis une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Quand on fait le bilan, en termes de surface cultivée, 90% des plantes OGM sont ou bien tolérantes au glyphosate ou ont été modifiées pour créer leur propre insecticide. Autrement dit, nous avons sélectionné des plantes pour leur toxicité. Pour ne prendre qu'un exemple, le Burkina Faso a autorisé la culture du coton BT de Monsanto pour rendre ces cultures plus résistantes face aux parasites. 10 ans plus tard, le bilan est clair. De nouveaux parasites plus résistants sont apparus dans les champs et la qualité du coton a baissé. La filière a finalement décidé de revenir aux semences conventionnelles. Résistance aux parasites, augmentation de l'utilisation des produits phytosanitaires, augmentation des coûts pour les agriculteurs, les NTG menacent de nous faire entrer dans un cercle vicieux. Seules les multinationales tireront leur épingle du jeu, puisqu'elles vendront du même coup semences et produits phytosanitaires. C'est la raison pour laquelle Bayer, Monsanto et Corteva soutiennent cette dérégulation des nouvelles techniques génomiques. C'est une affaire d'argent. Pour nos paysans et paysannes, cela signifiera accroître leur dépendance, accroître les coûts, réduire leur reste à vivre, quand il en reste. Collectivement, cela signifie accepter l'idée que ce qui devrait rester commun, le vivant, puisse faire l'objet d'une appropriation privée.
Plus grave encore, nous acceptons que des multinationales étrangères puissent posséder ce qui est à la base de notre production alimentaire. Ce qui m'amène à présenter les conséquences irréversibles d'une telle dérégulation. Premièrement, si des firmes possèdent les brevets des espèces que nous cultivons, si nous ne pouvons plus semer sans payer un tribut à des entreprises étrangères, comment retrouverons-nous notre autonomie agricole et alimentaire? Deuxièmement, une fois ces nouvelles variétés disséminées dans l'environnement, il sera trop tard. Une fois que les semences NTG se seront hybridées avec nos semences paysannes et qu'elles auront contaminé notre patrimoine semencier, il sera trop tard. Notre biodiversité agricole sera réduite à jamais. En présence d'un risque dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, il faut appliquer le principe de précaution qui est inscrit dans notre Constitution comme dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers, arrêtons de bricoler avec le vivant. Nous devons être d'autant plus prudents que la majorité de nos concitoyens est opposée aux OGM comme aux nouvelles techniques génomiques. Chacun et chacune d'entre nous a d'ailleurs été interpellé, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette semaine par des dizaines de citoyens de sa circonscription demandant de mieux encadrer les OGM et les NTG. Une majorité écrasante, 91% pour être exact, souhaite au moins savoir si les produits alimentaires qu'elle achète contiennent ou non des OGM ou des NTG. Plus de 500 000 personnes ont signé une pétition pour demander la régulation de ces NTG. Pourtant, à ce stade, il n'est pas clair que les produits contenant des NTG seront étiquetés comme tels. De nombreux lobbies défendent que nous n'aurions pas la capacité technique pour assurer ce suivi. Les NTG, une fois implantés, seraient indétectables. Autoriser les NTG, c'est donc signer pour que nos concitoyens en achètent et en mangent sans même en être informés, et c'est bafouer leur droit à l'information. Le Parlement et le Conseil peuvent ou non s'entendre sur un texte commun. 2 pays vont faire la bascule au niveau européen, soit pour que les nouveaux OGM restent réglementés, soit pour qu'ils soient dérégulés. Il s'agit de la Pologne et de la France. Notre Assemblée a donc un rôle crucial à jouer pour continuer de réglementer les OGM en votant cette résolution. En tant qu'écologiste, vous vous en doutez, je serais volontiers aller plus loin que cette résolution, car je défends notamment une suspension de toutes les importations d'OGM sur le continent et une meilleure surveillance des OGM introduits illégalement sur le territoire. Je défends aujourd'hui, avec mon collègue Stéphane Delautrette, une position de compromis. Maintenir la réglementation existante et, à défaut, veiller à minima qu'il existe une clause de sauvegarde, c'est-à-dire que chaque pays puisse interdire chez lui, s'il le souhaite, la culture des NTG. Je vous remercie. Merci à tous les deux. Nous en venons donc aux expressions des orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Constance Le Grip pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Notre position chez Renaissance est extrêmement claire. Nous sommes pour les nouvelles techniques génomiques, les NTG. Nous sommes car nous voulons une nouvelle solution pour nos agriculteurs, pour les accompagner et les amener à faire face aux défis nouveaux engendrés par les dérèglements climatiques. Permettre à nos agriculteurs de s'adapter au changement climatique, c'est absolument vital. Et nous voulons aussi que nos agriculteurs, c'est tout le sens du Green Deal, du pacte vert européen, s'engagent progressivement, raisonnablement, dans la voie de la réduction de l'usage d'intrants tels que les pesticides et les engrais chimiques, s'engagent dans la voie de la réduction du recours aux produits phytosanitaires pour une agriculture plus durable, plus respectueuse des ressources qui lui permettent tout simplement d'exister, plus respectueuses de la biodiversité. Et on ne peut donc pas, de notre point de vue, chers collègues, vouloir à la fois réduire l'usage des produits phytosanitaires et dans le même temps s'opposer aux solutions scientifiques qui permettent de progressivement se passer du recours aux produits phytosanitaires. Il nous faut donc accélérer, saisir l'opportunité ouverte par cette nouvelle technique, ces nouvelles techniques génomiques, tout en assurant, bien évidemment, un haut niveau de sécurité pour nos agriculteurs comme pour tous les consommateurs de l'Union européenne. Je voudrais dire un mot rapide sur la confusion volontairement entretenue, me semble-t-il, par certains, entre OGM et NTG, entre organismes génétiquement modifiés et nouvelles techniques génomiques. Les NTG ne sont pas des OGM au sens scientifique. C'est toute la différence entre la transgénèse, les OGM, et l'intragénèse ou la cisgénèse. Le temps me manque pour développer ces arguments. Mais les mots ont un sens. Il y a des différences scientifiques entre les NTG et les OGM. Les NTG ne sont pas des OGM. Et donc c'est la raison pour laquelle il nous semble qu'il convient d'avoir une réglementation européenne spécifique dédiée
sur cette nouvelle technologie génomique, disposer d'un cadre juridique adapté qui, encore une fois, nous permette d'encadrer l'utilisation, d'en poser les conditions d'usage en fixant des objectifs qui sont ceux du pacte vert européen. Nous sommes donc favorables à ce que aboutissent les négociations européennes en cours avec des compromis en voie de construction après le vote du Parlement européen le 7 février dernier qui a vu une majorité se dégager en faveur d'un texte européen réglementant les NTG et nous allons appuyer les efforts des pays qui vont véritablement travailler à trouver une solution de compromis, un accord global. C'est le cas du gouvernement français qui va travailler dans le sens de la construction d'un compromis pour l'agriculture et pour le développement de la science et de l'innovation pour nos agriculteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Monsieur le rapporteur, pour vos travaux. Nous comprenons bien vos motivations. Pour autant, sur ce sujet extrêmement sensible, il ne faut pas, je crois, vivre dans la désinformation ou une partie de désinformation. Pour avoir pendant longtemps travaillé sur ces sujets directement au Parlement européen, je peux dire qu'il convient d'être modéré, mesuré. Et c'est pour ça que nous soutiendrons cette nouvelle réglementation, car il est important que nous puissions soutenir de nouvelles techniques génomiques, mais bien évidemment, comme vous le dites, pas à n'importe quel prix. Nous voulons insister sur l'importance des garanties pour éviter tout abus potentiel, et notamment en ce qui concerne la captation des brevets par des entreprises privées et le risque de mise sous tutelle financière des agriculteurs. Nous reconnaissons les avantages considérables que ces technologies peuvent apporter à l'agriculture, notamment en termes de résilience des cultures au changement climatique et de réduction de l'utilisation d'engrais et de pesticides. C'est un progrès scientifique indéniable qui, s'il est encadré, et je vous le concède, de plus en plus documenté scientifiquement, peut contribuer à la sécurité alimentaire de notre pays et au bien-être des agriculteurs. Cependant, nous insistons sur la mise en place de garde-fous robustes. Il est essentiel d'assurer un équilibre entre l'innovation et la protection des agriculteurs et la souveraineté alimentaire. Nous sommes particulièrement vigilants sur les questions d'étiquetage, de traçabilité, de transparence, afin que les consommateurs soient pleinement informés des produits qu'ils consomment. Nous sommes, comme nous tous, attentifs à la question des brevets. Il est impératif de prévenir toute monopolisation du marché des semences par les grandes entreprises, ce qui se profile déjà depuis longtemps et qui pourrait entraîner une dépendance financière des agriculteurs à l'égard de ces entités. Nous devons veiller à ce que les innovations bénéficient à tous et non à une poignée d'acteurs économiques. Alors, pour conclure, notre position est claire. Nous soutenons le progrès technique offert par les nouvelles techniques génomiques, à la condition que celui-ci s'accompagne des mesures garantissant la protection des agriculteurs, de notre souveraineté alimentaire et de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci. La parole est à Sylvie Ferrer pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la proposition de résolution européenne que nous étudions aujourd'hui vise à encadrer la dissémination des organismes génétiquement modifiés produits à l'aide de nouvelles techniques génomiques. Les OGM, à la suite de longs combats, ça a été rappelé, ont été réglementés dans l'Union européenne et dans notre pays. Aujourd'hui, les États négocient relativement discrètement la fin de ce cadre. Fini le suivi, fini l'étiquetage, fini le principe de précaution. Le risque est énorme pour notre planète, pour les consommateurs et pour les agriculteurs, les premiers exposés. On en revient presque à croire que ceux qui ont imaginé cette déréglementation n'ont jamais mis les mains dans la terre ou n'ont jamais mangé de produits OGM. Premier prix. C'est volontairement provocateur ce que je vous dis, mais imaginez quand même. L'issue du vote est malheureusement quelque peu prévisible. En chien de manchon bien dressé, le Rassemblement national et les Républicains obéiront aux consignes du maître Fesneau. Attention tout de même, il pourrait rester quelques traces d'OGM dans le sucre. Malgré tout, cette proposition de loi aura eu le mérite d'apporter un éclairage saisissant sur le clivage qui existe au sein de notre Assemblée. D'un côté, nous avons un travail scientifique qui se fonde sur les recherches du Comité consultatif commun d'éthique, INRAE, CIRAD, EFRIMER, IRD, sur le Conseil économique, social et environnemental, sur le Comité consultatif national d'éthique et sur l'ANSES. Toutes ces instances alertent sur le risque que nous courons avec la dérégulation des OGM. De ce même côté, nous avons une volonté de dialoguer et de parvenir à des compromis, puisque c'est un texte transpartisan qui nous est présenté aujourd'hui.
De l'autre, malgré la réalité des faits, malgré la possibilité de discuter, de réévaluer ces positions, il en restera toujours qui s'opposeront par principe. Merci beaucoup. La parole est à Pierre-Henri Dumont pour le groupe des Républicains pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les rapporteurs pour leur présentation. Et je voudrais leur dire qu'il y a dans leur présentation un biais idéologique extrêmement fort, puisque quand vous appelez les NTG des nouveaux OGM, je cite, vous nommez très mal les choses. Il faut rappeler, les OGM, il s'agit d'introduire un gène d'une espèce différente à l'intérieur de la semence, de la plante. Quand on est sur les NTG, il n'y a pas de modification transgénique, puisqu'il s'agit d'accélérer une sélection qui peut se produire naturellement, qui a pu se produire également par la main de l'homme à travers les âges. Et il y a une multitude, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de produits que nous consommons quotidiennement sans aucun risque, qui sont issus de ces sélections, des produits qui n'étaient absolument pas comestibles il y a quelques centaines ou milliers d'années, qui aujourd'hui font partie de notre alimentation courante et quotidienne. Et la réalité, c'est que mal nommer les choses, comme le disait Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Et en faisant preuve de dogmatisme, comme vous le faites aujourd'hui, vous qui êtes les principaux fossoyeurs de l'agriculture française depuis des années et des années, que ce soit ici au niveau français ou au niveau européen, qui êtes contre les systèmes d'irrigation, contre les systèmes de grande culture, contre en réalité la souveraineté alimentaire française, vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous continuez dans cette droite ligne, qui est une droite ligne de la surtransposition et de l'assommoir, du coup d'assommoir pour nos agriculteurs. Et cela, évidemment, nous ne pouvons pas le soutenir, nous, au niveau des Républicains. Nous pensons que les NGT sont un outil intéressant d'adaptation au changement climatique, car ils permettent d'obtenir des semences moins gourmandes en eau ou en pesticides, chose que vous devriez soutenir. Nous avons donc intérêt à ne pas décourager la recherche et l'innovation en la matière, ni à fixer des barrières réglementaires qui empêcheraient leur commercialisation de se développer. Et dans le contexte actuel de colère des agriculteurs, il serait malvenu de freiner les initiatives qui leur permettent de s'adapter. Tout cela n'empêche évidemment pas de fixer des lignes directrices éthiques et réglementaires. À ce titre, le texte qui a été voté au Parlement européen et qui a été amendé grâce en particulier aux eurodéputés les Républicains, va dans le bon sens. Et nous serons vigilants évidemment sur la question des brevets, la transparence vis-à-vis du consommateur. Et on peut évidemment toujours discuter de l'introduction ou pas d'un opt-out, ce qui nous semble être une solution intéressante de compromis. Évidemment, en la matière et par rapport à ce qui est écrit dans votre proposition de résolution, nous allons voter contre. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Nicolas Turquois pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir dans votre commission et de me faire découvrir cette magnifique salle. Merci, Madame et Monsieur le rapporteur. Chers collègues, nous sommes ici pour examiner cette proposition de résolution en réaction à la proposition de loi du 5 juillet dernier de la Commission européenne visant à clarifier le statut des variétés sélectionnées à l'aide de ce qu'on appelle les outils d'édition génomique. D'emblée, votre PPRE assimile cette technique à celle des OGM. C'est totalement et factuellement faux. Les questions de génétique étant largement méconnues de nos concitoyens, vous contribuez volontairement à alimenter les fantasmes et les peurs, et je le condamne. Un OGM, c'est quoi? C'est l'introduction d'un gène d'une autre espèce dans le génome de la plante sélectionnée. C'était faire ce que la nature ne fait pas. La technique d'édition génomique, quel est le terme exact, c'est faire de façon scientifique ce que des générations et des générations d'agriculteurs d'abord et de sélectionneurs ensuite ont fait de façon empirique. On croise des individus aux qualités intéressantes, par exemple l'aptitude à faire de beaux fruits avec l'aptitude à être résistant à une maladie, dans l'espoir d'obtenir une descendance qui aura à la fois des beaux fruits et à la fois la résistance à la maladie concernée. On appelle ça le rétrocroisement, ça fonctionne, mais c'est très long comme technique. L'édition génomique, c'est d'identifier dans la longue chaîne de l'ADN les variations ou les quelques variations qui donnent cette qualité spécifique pour la reporter sur l'autre variété de la même espèce. Est-ce que cette technique d'édition génétique est juste le plaisir de quelques scientifiques de compréhension du fonctionnement de notre génome? Non, je souligne d'abord
que ça a permis à Emmanuel Charpentier, notre compatriote, d'être distingué du prix Nobel de chimie à ce sujet-là. Et ça permet aussi d'atteindre des objectifs d'une agriculture plus durable et plus résiliente à notre environnement. Plus durable, pourquoi ? Vous êtes, je vous connais particulièrement, Madame la rapporteure, très en faveur de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. On a pu parler récemment de la question des néonicotinoïdes sur betterave. La sélection génétique a permis progressivement d'identifier des betteraves qui étaient tolérantes aux pucerons, eux-mêmes porteurs de la virose. Mais il faut des années pour intégrer cette capacité dans le génome des betteraves, de façon naturelle. La technique d'édition génomique le permet de le faire très rapidement. Est-ce qu'on devrait se priver de cette solution et continuer à utiliser des traitements phytosanitaires pendant toutes ces années ? De la même façon, l'évolution du climat est tellement rapide que notre capacité à sélectionner des variétés, qui est à peu près de l'ordre de 7 ans pour une nouvelle variété de blé, est de l'ordre de 30 ans pour des pommiers. D'ici 30 ans, nous n'aurons plus de pommiers. Pour prendre un exemple, si nous ne mettons pas en œuvre des techniques différentes. Donc, nous serons défavorables à votre proposition de loi et favorables à l'initiative de la Commission européenne. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et pour 3 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, mes félicitations aux deux rapporteurs, co-rapporteurs pour le travail qu'ils ont réalisé, ainsi que l'administratrice qui les a accompagnés dans ce travail. Et moi, je voulais, au nom du groupe socialiste apparenté, revenir sur deux éléments, deux points qui sont liés. D'abord, ce que le projet de PRE pose la question de la réglementation sur l'Union européenne des OGM. Et pour faire simple, la proposition du règlement du 5 juillet propose de supprimer la plupart des règles encadrant la production et la commercialisation des OGM issus des nouvelles techniques génomiques. Il y aurait alors 2 catégories d'OGM issus des NTG. Les variétés NTG qui présentent plus de 20 mutations génétiques demeureraient soumises à la réglementation européenne avec tout de même une plus faible évaluation des risques. Et d'autre part, les variétés comportant moins de 20 mutations génétiques et qui ne seraient plus considérées comme des OGM sous prétexte que ces mutations auraient pu apparaître naturellement ou être produites par la sélection conventionnelle. Cette dernière catégorie comprend quand même près de 90% des nouveaux OGM issus des NTG. Et la proposition donc, du règlement européen a été adoptée à une majorité relative, je le rappelle. Le Parlement européen s'étant, il est vrai, opposé à la prévalabilité sur tous les OGM issus des NTG. Et je note quand même les critiques qui ont été faites à l'égard de ce règlement, qui sont nombreuses. Insuffisance de connaissances sur les effets de techniques utilisées, sur la santé et l'environnement, absence de l'information via l'étiquetage des consommateurs, concentration et maîtrise des techniques que par quelques agglomérats agricoles mondiaux pourraient en effet un déséquilibre, je dirais, du partage de la valeur entre les industriels et les producteurs et exploitants agricoles. Et bref, donc cette proposition de résolution propose qu'on puisse que les OGM issus de NTG puissent être soumis aux mêmes règles européennes d'autorisation, de traçabilité et de surveillance. Et c'est quelque chose de normal, que nous soutenons l'ensemble du groupe socialiste apparenté. Et puis, le deuxième point, c'est quand même qui doit guider, c'est finalement l'expertise et la recherche en faveur des alternatives est sûre. Donc, effectivement, la classification proposée par la Commission européenne est discrétionnaire aujourd'hui et ne repose sur aucune logique, ni celle d'une expertise scientifique, ni celle de constat de la preuve à l'aval. Donc, si j'étais moi la Commission, je prendrais le problème à l'envers. Disons, de l'autre bout, nous sommes bien conscients qu'il y a des enjeux économiques. Dans ce cas, donc, l'interrogation sur la dangerosité des produits ou des procédés. Plusieurs études ont montré que les entreprises ne recourent pas à un produit ou à un processus. Et s'il y a un doute que la réglementation ne les contraigne, de peur de procès, ou tout simplement qu'ils constatent que les consommateurs peuvent se retourner de leurs produits, d'où qu'il revient ici l'intérêt donc d'une information est nécessaire. C'est pour cette raison-là, je pense que nous devons maintenir et soutenir cette proposition de modifier un texte de règlement en cours de discussion, mal conçu, et en effet incertain qui décline cette possibilité. N'oublions pas qu'il est en cours de discussion, et c'est à ce moment-là qu'on peut encore intervenir. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Félicie Gérard pour le groupe Horizon et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, sans surprise, la proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui reprend beaucoup de fausses interprétations. Les nouvelles techniques développées, notamment pour notre agriculture, sont pourtant un sujet sérieux. Car derrière le débat scientifique qui fait rage quant à la définition des nouvelles techniques génomiques et des organismes génétiquement modifiés, se cache un autre débat.
Que proposons-nous à nos agriculteurs pour continuer à produire tout en s'adaptant au changement ? Comme souvent, ce que vous proposez, c'est la contrainte, l'interdiction pure et simple d'une part des produits phytosanitaires. Et dans le même temps, vous venez ici vous opposer à toute innovation technique qui permettrait de trouver une solution alternative. C'est la double peine pour notre agriculture et pour nos agriculteurs. Actuellement, des discussions sont en cours au niveau européen pour mieux accompagner nos agriculteurs dans la transition écologique que nous vivons. C'est pourquoi, au groupe Horizon et Apparentés, nous soutenons pleinement la position de la France sur ce sujet, elle-même en soutien de nos commissions européennes. Ce texte a fait l'objet de nombreux mois de discussions entre les États membres et permet d'aboutir à un compromis. Le 7 février dernier, la proposition de règlement a été adoptée en séance plénière par nos collègues du Parlement européen. Il s'agit d'une avancée importante. Il nous paraît essentiel que la France se positionne en soutien de ce texte pour que le compromis soit adopté au plus vite. Nous voterons donc contre cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Julie Lahernous pour le groupe des écologistes et pour 3 minutes. Mes chers collègues, je souhaite tout d'abord remercier les rapporteurs Lisa Bellucco et Stéphane Delautrette pour leur travail et apporter mon soutien plein et entier à cette proposition de résolution européenne qui invite la France à agir diplomatiquement pour que les nouvelles techniques génomiques continuent à être aussi encadrées que les OGM. Le règlement actuellement discuté au niveau européen autour des nouvelles techniques génomiques soulève plusieurs risques et vous les avez rappelés. Ces plantes obtenues via NTG risquent de déséquilibrer certains écosystèmes en réduisant la biodiversité génétique. Des erreurs de ciblage peuvent aboutir à des modifications génétiques incontrôlées. Les aliments transformés issus de cette technique peuvent présenter des risques pour la santé humaine. Pour les agriculteurs, le risque est à la fois celui de l'oligopole sur les semences que celui de la déprise des paysans sur leurs moyens de production essentiels. Cultivant des plantes obtenues via des NTG sans le vouloir, ils seraient alors ou bien hors la loi en produisant des aliments qu'ils n'ont pas choisi de faire pousser, ou bien obligés de verser des royalties aux multinationales pour s'acquitter du droit de cultiver ce qui était auparavant leurs propres semences. Où est bien passée la souveraineté alimentaire dans ce cas-là ? Parce que mes chers collègues, dans vos positions, mes bras m'en tombent. Combien de scandales sanitaires faudra-t-il pour ne pas appliquer purement et simplement le principe de précaution ? J'entends bien qu'on cherche une solution magique à la crise. Or, elle n'existe pas. Les solutions technosolutionnistes vont apporter et nous emmener encore plus fortement dans la crise. Aujourd'hui, il y a une agriculture qui prend soin des paysans, des gens, de la santé humaine, de nos milieux, de notre biodiversité. Pensez-vous qu'on pourra cultiver sur une terre qui est morte et qui n'a plus de biodiversité ? La réalité n'est pas celle-ci. Aujourd'hui, vous allez encore plus lier les agriculteurs à des multinationales et en parlant de souveraineté alimentaire, c'est absolument effroyable. En tout cas, le monde dans lequel vous nous projetez n'est pas celui que les Français souhaitent, ni les scientifiques. Car quand vous regardez tous les avis des scientifiques, ils émettent des fortes réserves, pour ne pas dire des oppositions à l'intégration des NTG, c'est-à-dire on joue aux apprentis sorciers sans en connaître les conséquences à l'avenir. On aura une dissémination des NTG dans nos milieux et plus aucun moyen de revenir en arrière. Je vous invite, mes chers collègues, à réfléchir à la crise que nous vivons, qui est profonde et qui risque d'obérer et d'entraver notre avenir sans retour en arrière. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des solutions qui existent. 60 000 paysans et paysannes en France cultivent en agriculture biologique. Ils rendent des services à la nature. C'est une agriculture pérenne, respectueuse de l'eau, de l'homme et de nos milieux. Je pense aujourd'hui qu'il est plus qu'important, comme nos concitoyens le demandent fortement, d'interdire ou en tout cas d'avoir une réglementation stricte sur ces NTG dont nous connaissons et maîtrisons absolument pas les conséquences pour l'avenir. Merci beaucoup. La parole est à Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, je veux vous remercier au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine d'avoir déposé cette proposition de résolution européenne tendant à éviter la dérégulation des nouveaux OGM, parce que les NTG sont bien les nouveaux OGM. L'exposé des motifs de cette PPRE est suffisamment étayé et équilibré pour permettre un débat apaisé et serein avec un seul objectif, celui de la santé de nos concitoyens, de notre capacité à respecter la nature et de préserver l'environnement et la souveraineté de notre pays. Comme cela a déjà été souligné, la doctrine de la France, issue des débats parfois vifs au sein de la nation entre citoyens, chercheurs, semenciers, agriculteurs, est aujourd'hui une position équilibrée. Elle permet la recherche, elle protège les consommateurs, elle soutient les agriculteurs, elle protège la planète.
Or, la Commission européenne, dans sa nouvelle proposition de règlement européen présentée le 5 juillet dernier, s'appuie sur la production d'OGM à partir de NTG, donc les nouvelles techniques d'édition génomique, pour revenir sur les règles d'encadrement et de contrôle. C'est une erreur. De ce fait, ce serait la victoire des grands groupes, notamment semenciers, qui verraient des contraintes s'assouplir au détriment de la santé publique. N'oublions pas que l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a émis un avis très critique. Or, c'est cette agence qui régit nos règles communes. Cet avis très critique, c'est aussi le cas du CESE. J'ajoute qu'au-delà de la santé des consommateurs, les risques pour l'environnement, il existe un risque pour les paysans, notamment par le mécanisme de la brevetabilité. Ce sont les géants des semenciers et de l'agroalimentaire qui vont remettre la main sur tout le marché des semences. C'est un risque majeur donc pour notre souveraineté. Pour toutes ces raisons, et parce que notre histoire a su combiner la nécessité de la recherche autour de nos organismes publics tels que l'INRAE avec le respect de la santé des consommateurs et la préservation de leur environnement, le groupe GDR s'associe à cette PPRE. En clair, le choix est simple. Entre Monsanto Bayer et nos paysans, entre Monsanto Bayer et la santé publique, entre Monsanto Bayer et notre souveraineté, nous invitons le gouvernement à préserver les règles actuelles et s'opposer à la proposition de la Commission européenne du 5 juillet dernier et poursuivre les discussions pour assurer le principe de précaution. Merci beaucoup. La parole est à Paul Molac pour le groupe Lyot et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je vais remercier mes collègues Elisabeth Lucco et Stéphane Delautrette pour leur engagement sur le sujet. Alors, les plantes issues de nouvelles techniques génomiques sont-elles des OGM et cela peut-il être dangereux? À ces deux questions, il peut être répondu par l'affirmative. Déjà en 2008, la Cour de justice européenne avait précisé que les NTG relevaient de la directive sur les OGM. Quant au principe de précaution, il est clair que la Commission ne s'y attache pas, tout comme ceux de protection et d'information des consommateurs. En utilisant une nouvelle dénomination, la Commission tente de lever les 3 blocages contre les OGM, l'inquiétude de l'opinion publique, la contribution de la littérature scientifique, en tout cas une certaine littérature scientifique, et les réticences des États. Disons-le simplement, la proposition de règlement de Commission ne permet pas de distinguer le bon grain de l'ivraie. La classification entre NTG1 et NTG2 à partir du nombre de modifications est complètement arbitraire. Je m'interroge également sur la position de la France sur le sujet, alors que notre pays est à l'avant-garde de l'interdiction du maïs transgénique et de la protection des variétés autochtones. Il semblerait que le gouvernement traite les NTG comme un sujet tout à fait différent. C'est problématique, j'en conviens. Début février 2024, les eurodéputés ont durci la version de la Commission. Nous ne pouvons cependant pas nous en contenter. L'ouverture du marché et nos nouvelles parcelles agricoles au NTG1 n'en est en rien empêché ou mieux contrôlé. Sur le fond, les principaux objectifs de la Commission restent donc satisfaits. C'est pourquoi la demande de maintenir l'ensemble des NTG dans le champ de la directive OGM est pour l'heure la seule solution viable, comme le demande cette proposition. Et quand je vous ai entendu parler des agriculteurs, je peux vous dire qu'ils sont les premiers à être méfiants d'un certain nombre de choses qu'on leur propose, y compris quand ils ne sont pas en bio. Et s'ils utilisent des produits, ils s'en méfient, et c'est bien parce que le système économique fait qu'ils sont obligés de le faire pour avoir des rendements. Mais j'ai jamais entendu, parce que quand on me dit que c'est pour les agriculteurs, j'ai jamais entendu les agriculteurs me dire qu'ils voulaient des organismes génétiquement modifiés, bien au contraire. J'ai jamais entendu non plus des agriculteurs dire qu'ils sont très contents de dépendre d'un certain nombre de produits. Ils disent on le fait parce que le système est comme ça et que si on ne le fait pas, notre entreprise économique, eh bien tout simplement va tomber. Donc, quand je vois ces OGM, quand je vois aussi ce qu'on peut en faire, parce que certaines compagnies vont vous fournir la semence modifiée, le produit derrière, c'est ce qu'a fait Monsanto par exemple quand il faisait du soja, on vous proposait le soja transgénique, le glyphosate derrière, tout est clé en main et vous n'avez plus qu'à faire. On voit bien le risque qu'on peut avoir derrière. Et ça, les agriculteurs y sont également très sensibles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci pour vos différents propos. Je vais essayer de reprendre, il y a quand même eu pas mal de fois les mêmes arguments avancés. Sur l'argument de OGM, c'est différent de NTG. En fait, avoir provoqué une modification accélérée, ciblée, dans une certaine mesure à contrôler, parce qu'elle peut toujours manquer sa cible, et j'y reviendrai, du génome, ne permet pas de la considérer comme naturelle, et c'était l'avis de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union européenne, en 2018.
Par ailleurs, je pense que Stéphane y reviendra, mais la définition même d'une partie des NTG dans le règlement dont on parle les classe comme des OGM. Donc ça ne vient pas de nous, en fait, le vocable, les nouveaux OGM. Dans le règlement même dont on parle, une partie des NTG sont considérés comme des OGM. Voilà, sur cet argument, je pense que tu y reviendras plus précisément. Non, je vais continuer sur les divers arguments. Il y a beaucoup de fois l'argument de on n'a plus le temps pour s'adapter au changement climatique, la sélection naturelle ou la sélection traditionnelle prend trop de temps. Et en fait, au cours de nos auditions, on a notamment auditionné une représentante de la FNSEA qui est favorable donc à ce règlement et qui nous a dit que développer une nouvelle variété via les nouvelles techniques génomiques prend à peu près 10 ans. Donc quand j'entends qu'un blé en sélection traditionnelle, ça prend 7 ans, finalement, c'est plus efficace. Et c'est vrai qu'il y a des variétés dont l'adaptation est plus longue. C'est le cas des fruitiers qui ont été cités. Mais c'est aussi parce que leur temps de pousse est plus long. Que vous ayez un abricotier ou un pommier issu d'une nouvelle technique génomique ou traditionnelle, il va mettre de toute façon des années avant d'arriver à maturité. Donc en fait, autoriser les NTG ne change rien aux impondérables du vivant et au temps du vivant. Donc l'argument du temps est a priori un mauvais argument dans la mesure où le développement de nouvelles variétés via les nouvelles techniques génomiques ne se fait pas du jour au lendemain, quoi qu'il arrive. Concernant la réduction de l'usage des phytosanitaires, jusqu'à aujourd'hui, toutes les plantes qui ont été modifiées génétiquement ont conduit à l'augmentation de l'usage de phytosanitaires. Alors, on peut toujours imaginer qu'on va subitement changer notre fusil d'épaule, mais j'ai plusieurs exemples. L'utilisation du glyphosate a été multipliée par quasiment 15 depuis que les cultures de plantes modifiées génétiquement pour tolérer le glyphosate ont été introduites en 1996 aux États-Unis. Les cultures de plantes génétiquement modifiées tolérant les herbicides sont responsables de plus de la moitié des quantités de glyphosate utilisées aux États-Unis. Et entre 2008 et 2012, les États-Unis ont représenté le quart des applications mondiales d'herbicides, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement. Un autre exemple, au Brésil. L'adoption des cultures de plantes génétiquement modifiées à partir de 2003 a conduit à l'augmentation de l'utilisation des herbicides. Les quantités d'herbicides en soja, par exemple, ont plus que doublé, de 100 000 tonnes en 2003 à plus de 230 000 tonnes en 2012. Cette surutilisation de pesticides enclenche un cercle vicieux, les herbes spontanées ou mauvaises herbes devenant résistantes. Pour lutter, les agriculteurs ont donc recours à d'autres herbicides en complément du glyphosate et ont augmenté les quantités d'herbicides appliquées. Et il est à noter que jusqu'à maintenant, 90% des variétés créées par modification génétique l'ont été pour créer des variétés résistantes aux herbicides. Et pas pour s'adapter au changement climatique et pas pour faire réduire l'usage des phytos. Sur la sécurité, il a été avancé le fait qu'il faut continuer, mais assurer un haut niveau de sécurité. On entend souvent que les nouvelles techniques génomiques seraient parfaitement précises. Ce n'est pas complètement vrai. Des incertitudes autour de la mesure de la maîtrise de l'outil persistent. La question notamment des effets non intentionnels comme les effets hors cible, c'est-à-dire touchant des zones d'ADN non ciblées initialement, ou encore la mauvaise maîtrise de la délivrance de la modification, relève de cette catégorie des effets non intentionnels. L'affaire par exemple des taureaux de l'entreprise Recombinetics aux États-Unis, modifiés par une nucléase de type Thalène pour naître sans cornes, illustre bien l'impact potentiel de ces incertitudes. En juillet 2019, la Food and Drug Administration, FDA, analyse les séquences d'ADN de 2 veaux modifiés et découvre que, si les 2 allèles contiennent bien la séquence génétique du variant sans cornes, un des allèles a en effet en outre intégré l'ADN du plasmide utilisé pour la modification ciblée, ainsi qu'une seconde copie du variant sans cornes, rendant ainsi les 2 veaux transgéniques. Et on pourrait se dire, c'est pas grave, mais en fait, cette insertion, qui n'avait pas été identifiée initialement par les développeurs, était susceptible de conférer une résistance des animaux aux antibiotiques, ce qui est quand même embêtant. Cet exemple interroge la capacité des acteurs à identifier les effets non désirés. La sélection traditionnelle, par ailleurs, indique qu'elle est trop lente, etc., mais elle permet de sélectionner des génotypes associés aux phénotypes. Je crois qu'ici, il y a une grande quantité de scientifiques, en tout cas, il y a de nombreux scientifiques qui ont pris la parole dans
dans les différents propos des groupes donc tout le monde fait bien la différence entre génotype et phénotype. Les phénotypes sont les caractères exprimés. Et donc, on a la sélection traditionnelle permet d'avoir un très vaste un ensemble de gènes, un ensemble très vaste de gènes qui donne une plante qui a les caractéristiques qui nous conviennent et les caractéristiques qui s'expriment qui nous conviennent. Et donc, on a une approche globale. La plante est prise dans son ensemble et équilibrée, elle est adaptée. Toucher à quelques gènes à droite ou à gauche, c'est faire de petits travaux pour colmater une brèche, mais ce n'est pas construire une maison stable, saine et équilibrée. Il y a un argument qu'on nous rétorque souvent, c'est que nous sommes les principaux fossoyeurs de l'agriculture française. Je ne sais pas si vous parlez des écologistes, parce que les nombreux ministres de l'agriculture écologistes de la Ve République qui se sont succédés nous ont sûrement menés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais les nombreux présidents de l'Union européenne écologistes qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui nous ont sûrement amenés dans cette situation. Mais enfin, ça nous prêtait beaucoup de pouvoir et je vous en remercie. Je ne pensais pas que nous en avions tant. Et juste un rappel, les OGM en France ont été interdits sous Nicolas Sarkozy. Et il y a un argument qui dit que les NTG sont identiques à la sélection naturelle, juste en plus rapide. Mais considérer que des plantes obtenues en laboratoire avec des outils de recherche extrêmement perfectionnés sont naturelles, c'est avoir une acception assez large de ce qui est naturel ou pas, mais c'est peut-être un débat philosophique. Et encore une fois, je le répète, avec la sélection traditionnelle, la plante est adaptée à son écosystème. Enfin, elle est sélectionnée dans son écosystème, elle est adaptée à l'endroit où elle pousse. Et c'est bien plus efficace comme sélection qu'une sélection qui a été faite, qu'une modification qui a été faite dans un laboratoire à des centaines de kilomètres de son écosystème d'implantation et dont on n'est pas sûr, du coup, qu'elle s'adaptera à cet écosystème, même si elle exprime une caractéristique de résistance aux... Je sais pas à quoi, aux parasites par exemple, et j'ai cité notamment par exemple le cas du coton BT au Burkina Faso qui finalement a rendu les parasites résistants à ce coton et puis a fait réduire les rendements. Donc tout perdu et ils sont revenus en arrière. Peut-être qu'on fera mieux, mais pour l'instant on n'a jamais réussi. Voilà, j'ai pas trop d'autres... Je pense qu'il y avait encore plein de choses, j'ai peut-être pas fait le tour, mais je te laisse... La parole, monsieur Delotrette. Okay, merci, Madame Bellouco. Madame Le Grip, vous disiez dans votre propos introductif que les mots avaient un sens. Effectivement, les mots ont un sens. Et sur cette question de les NTG sont-ils des OGM, ce n'est pas nous qui le disons. C'est quel que soit le procédé utilisé, les plantes issues de ces nouvelles technologies génomiques sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001-18-CE qui définit un OGM comme un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est clairement inscrit dans la directive. Et je ne reviendrai pas sur cette décision reprise par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qui nous conduit aujourd'hui à avoir ce débat. Ne croyez pas que ce soit un débat contre la science. Moi, je vous invite à lire l'exposé des motifs et la proposition que nous vous faisons. Je pense que notre exposé, si vous avez pris le temps de lire clairement notre production écrite, n'est pas une proposition anti-science. Et je ne crois pas qu'on puisse qualifier un socialiste d'être contre l'avis de la science. Au contraire. Ah, c'était pour toi. Mais comme nous portons ensemble les choses, non, mais je crois qu'on peut se dire les choses. Et si nous avons ce débat aujourd'hui, c'est que justement, les discussions se font au niveau européen sans avoir eu de consensus et d'éclairage scientifique sur le sujet. Je rappelle que l'EFSA ne produira un rapport qu'en juillet, c'est-à-dire une fois les décisions
éventuellement prises. Et c'est justement pour cela que nous en sommes aujourd'hui à discuter de cela, que l'ANSES, qui est quand même notre référence scientifique en matière de santé et d'alimentation, s'est auto-saisie du sujet quand le débat a commencé à avoir lieu, s'est auto-saisie du sujet, a produit une alerte qui n'a pas pu être présentée d'ailleurs, qui devait être présentée en commission et dont la présentation a été annulée. Donc je vous laisse à penser dans quelles conditions se fait le débat et l'éclairage scientifique, qu'un rapport a été produit, Madame Le Grip, vous qui êtes plus proche du pouvoir, a été produit, envoyé au ministère, qu'aujourd'hui c'est coincé au ministère, n'est toujours pas rendu public et ne permet pas justement d'éclairer ce débat scientifique. Donc nous, ce que l'on demande, c'est justement en l'absence de consensus scientifique, de suspendre les choses, ou à défaut, et j'y reviendrai un petit peu plus loin, parce qu'on retrouve tous les points que vous avez évoqués sur la traçabilité, la brevetabilité, l'obligation d'information, etc. C'est très exactement ce que nous défendons dans cette proposition de résolution. Et je rappelle tout de même que ce n'est pas nous, quand même, qui contestons les avis scientifiques de l'ANSES. Je crois que, là aussi, on n'a pas de leçon à recevoir en la matière. Concernant, Madame Melin, vous parlez justement vous nous interpellez sur le sujet de la vigilance, sur la captation des brevets, sur la résilience des cultures, sur les garde-fous robustes, sur l'étiquetage, sur la transparence. Mais c'est très exactement ce que l'on défend dans cette proposition de résolution, en disant si, à défaut de maintenir la réglementation actuelle, si on doit aller vers une dérégulation ou à revoir la réglementation OGM à la lumière de CNTG, soyons vigilants sur que tous ces points-là soient bien pris en compte et les garde-fous pris. C'est très exactement le sens de cette proposition de résolution. Madame Ferrer soulignait le travail transpartisan, mais oui, chers collègues, vous avez tous dans vos groupes politiques des collègues qui ont co-signé cette PPRE, puisque nous sommes 80 députés de groupes politiques différents à l'avoir co-signé. Donc ce n'est pas que des écologistes et que des socialistes qui ont signé cette PPRE. Et Madame Ferrer faisait référence aux travaux scientifiques, ANSES, INRAE, j'ai eu l'occasion d'y revenir dans l'exposé, à savoir les interpellations justement scientifiques, l'objectivation scientifique du débat. Je vais essayer de répondre à peu près à toutes les questions. Monsieur Dumont, enfin, je ne sais pas si c'est moi que vous visiez... ou si c'est ma collègue que vous visiez en nous traitant de fossoyeurs de l'agriculture. Enfin, soyons sérieux, vous nous dites que nous sommes caricaturaux, je crois que c'est vous qui êtes dans la caricature. Moi, je vous invite, justement, à l'occasion là, du Salon de l'agriculture, justement, groupe socialiste, nous avons produit un document sur la vision que nous avions de l'agriculture et les propositions que nous faisions. Donc je vous invite à le lire. Je ne crois pas que ce soit une opération de fossoyage, mais je vous transmettrai le document et je veux bien que nous en discutions. Vous évoquiez justement la nécessité de travailler à l'adaptation au changement climatique, à la réduction, éventuellement la résistance et limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, etc. Mais c'est pareil. Lisez notre PPRE. C'est très exactement les garde-fous que nous proposons dans le débat et que nous souhaitons que ce débat ait lieu. Et la clause de sauvegarde, elle est justement là pour, si dans les NTG éventuellement qui pourraient être autorisés, si l'État, sur un avis scientifique, constatait que ces garde-fous ne sont pas respectés, eh bien nous ayons la possibilité de ne pas les autoriser chez nous. C'est très exactement ce que nous défendons. Donc là aussi, je ne comprends pas
sauf à avoir une position dogmatique, je ne comprends pas la position que vous avez pu exprimer contre cette proposition. Monsieur Turquois, vous nous expliquez que NTG, ce ne sont pas des OGM. Je ne reviens pas sur l'article 2 de la directive, mais le règlement lui-même reconnaît que les NTG sont des OGM, puisque s'il y a plus de 20 modifications, c'est un OGM. S'il y en a moins de 20, ce n'en est pas un. Alors, sachant que l'ANSES, je le redis, a clairement dit que ce vin, sans tenir compte de la taille du génome, était une hérésie scientifique. Bon, ben voilà, bon, mais clairement, mais ce sont des OGM. Sauf que la subtilité de la chose, c'est que si, sans cette objectivation scientifique, il faut savoir que, avec ces 20 modifications, ça veut dire 90% des NTG seront considérés comme des non-OGM. C'est ça l'enjeu qu'il y a derrière. Or, tous les scientifiques, en tout cas l'ANSES, nous interpellent là-dessus en disant « mais c'est une hérésie de considérer que ce vin, d'où sort-il ? À part du chapeau, pourquoi vin ? Non, scientifiquement, aujourd'hui, rien ne permet de dire que ça n'aura pas de conséquences et qu'on peut les déclasser des OGM. Madame Gérard, bon, je ne redirai pas tous les points, je pense avoir répondu en partie à un certain nombre de points que vous avez soulevés, mais là aussi, moi, je vous invite à regarder, à relire clairement cette PPRE, qui est une PPRE de compromis. Il n'y a pas derrière de position dogmatique. Je le redis, il y a d'ailleurs des représentants de votre groupe qui l'ont signé, qui ont signé cette PPRE. Et clairement, mais là aussi, si nous avions été dogmatiques, on aurait dit, arrêt pur et simple des discussions, point de débat, on demande à la France de voter contre, terminé, et on n'ouvre pas de possibilité à la discussion. Ce n'est pas du tout le sens que nous avons donné, et au contraire, on l'a. Mais j'insiste sur la nécessité d'un débat éclairé sur le plan scientifique. C'est tout ce que nous demandons, et c'est tous les garde-fous que nous avons introduits dans ce texte. Madame Laernos, vous soulignez le sujet de la souveraineté alimentaire. Mais oui, c'est ça le sujet aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne peux pas entendre que notre position et la proposition que nous faisons seraient contraires justement à la préservation de cette souveraineté alimentaire. Au contraire, c'est ce que nous cherchons à préserver. Donc il faut bien en avoir conscience au travers des discussions que nous avons. J'en arrive à Monsieur Sansu. Un point que nous avons peu abordé, la question de la santé de nos concitoyens. Il y a une vraie question derrière la traçabilité, justement, la traçabilité de ces NTG et le danger que représenterait aussi la généralisation de ces cultures sans contrôle pour notre agriculture biologique. Parce que pour garder le label agriculture bio, les NTG ne seront pas possibles. Or, se pose la question de la traçabilité, clairement, de ces NTG. Monsieur Molac, comme vous étiez un des derniers à intervenir, évidemment, je crois avoir répondu à peu près à tous les points. Si un point vraiment sur lequel nous insistons, c'est principe de précaution. Moi, je crois que s'il y a un point qui peut faire consensus ici, c'est que ce principe de précaution, donc clause de sauvegarde, soit permise. Je pense que ça, c'est le minimum que nous puissions défendre collectivement. Voilà en quelques mots, enfin, même si j'étais très long, j'espère à peu près avoir répondu à tous les points. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses complètes et détaillées qui ont permis d'éclairer la commission. Comme il n'y a pas d'amendement, je propose qu'on passe immédiatement au vote de la résolution, sauf si vous souhaitez reprendre la parole, Monsieur Turquois. Allez-y pour 2 minutes. Je voudrais apporter quelques précisions par rapport à ce que j'ai entendu. On parle de principe de précaution, j'entends, on peut se questionner sur toutes les techniques. La technique derrière ce que vous appelez les NGT, ce que j'appelle l'édition génomique, c'est la technique CRISPR-Cas9. Elle a été appliquée pour contrecarrer des maladies génétiques rares. Donc, en termes de variabilité dans la réponse, si on n'était pas sûr, on ne l'aurait pas employé sur des enfants atteints de maladies génétiques rares. Et on a réussi à dépasser des choses extrêmement graves. Premier élément. Deuxième
Deuxième élément, vous avez cité les OGM, la résistance herbicide. Effectivement, les OGM les OGM tels qu'ont été développés pour faire de la résistance herbicide. Et c'est totalement une hérésie. Ce n'est pas l'objet, et ça a été clairement évoqué, que les NGT ne sont pas utilisables pour la résistance herbicide. Donc je tiens à préciser cet élément-là. Et puis, à travers quelques prises de position, on a parfois l'impression que les variétés actuelles seraient quelque chose d'immuable par le temps. Et alors que à chaque... Non, mais il y a eu quelques expressions, je ne dis pas de votre part, hein, je dis pas de votre part, que ça serait immuable et que les choses ne bougeraient pas. En fait, à chaque nouvelle génération de plantes, on remélange l'ensemble des gènes. Et c'est un travail de sélection depuis des générations et des générations qui a amené les cultures d'aujourd'hui. Je vais vous en prendre une. Il y a un député breton qui s'est exprimé, et c'est en toute amitié que je vais m'exprimer, parce que je suis moi-même multiplicateur de semences. Je multiplie des semences de chou-fleur. Parce que le chou-fleur est tout sauf naturel. Le chou-fleur ne se reproduit pas naturellement. Ce qu'on mange, c'est le bourgeon. Il a tellement été sélectionné par sûrement des générations de Bretons pour qu'il soit bien blanc et bien serré, il n'arrive pas à se multiplier par lui-même. Et donc, il faut la main de l'homme pour arriver à le multiplier. Donc, ce qui prouve que ce qui est aujourd'hui le fruit de nos variétés est très éloigné de ce qu'on pouvait trouver dans la nature autrefois. Merci beaucoup, Monsieur Turquois. J'ai encore une demande de prise de parole de Constance Le Grip et de Madame Lahernoux. Après, je vous propose qu'on passe au vote. Oui, merci Monsieur le Président. J'employais à dessein tout à l'heure dans mon propos le terme de confusion. Je vais maintenant employer le terme d'ambiguïté. Très franchement, Madame la co-rapporteure, Monsieur le co-rapporteur, je ressens une véritable ambiguïté entre d'ailleurs vos prises de parole respectives à l'un et à l'autre, mais également entre ce qui avait été d'emblée dit par Madame la co-rapporteure, à savoir que l'objet de la présente proposition de résolution européenne est de rejeter l'idée même d'un projet de règlement européen sur les nouvelles techniques génomiques et les explications extrêmement longues, extrêmement élaborées que vous nous avez données, monsieur le co-rapporteur de Lautrette. Très franchement, nous appuyons, les principales adaptations et les principaux amendements apportés par la majorité des membres du Parlement européen au texte initial. Dans un esprit de compromis, nous avons voté, nos représentants du groupe Renew, ainsi que beaucoup d'autres, parce qu'il y a eu une assez large majorité, un certain nombre d'améliorations de notre point de vue, d'amendements qui ont profondément modifié la proposition de règlement initiale de la Commission. Je ne vais peut-être pas forcément revenir sur tout, mais nous appuyons la distinction entre deux catégories de plantes NGT, de manière à NTG, pardon, d'avoir une catégorie de plantes considérée comme équivalente aux plantes conventionnelles. Nous soutenons également les dispositions prévues pour la catégorie 1 concernant l'étiquetage des semences et puis également l'exclusion en agriculture biologique. De même, nous sommes extrêmement attentifs, et cela a été écrit dans un amendement voté par une majorité des membres du Parlement européen, à la question des brevets, et de même, nous souhaitons également l'exclusion des plantes tolérantes aux herbicides de la catégorie 1 pour éviter justement l'incohérence avec les objectifs du pacte vert et de la durabilité de l'agriculture. Mais ce n'est pas exactement ainsi qu'ont été positionnés vos travaux, et donc nous souhaitons tout simplement, dans un esprit de compromis, que le travail réalisé par une majorité des députés au Parlement européen soit considéré comme la base avec laquelle élaborer le compromis final, parce que c'est ainsi qu'avance l'Europe des compromis. Merci. La parole est à Julie Lahernoux pour les écologistes pour 2 minutes. Moi, j'aimerais juste rappeler que 92% des Français sont pour un étiquetage clair des nouveaux OGM. 77% des Français sont pour une régulation stricte. C'est ça la démocratie. Et on va imposer au niveau de l'Union européenne, qui jouit d'une popularité incroyable, de la dérégulation et de ne pas savoir ce qu'on mange et ce qu'on consomme. C'est ça vers quoi vous nous emmenez. Je vous invite à relire l'histoire de la réglementation sur les OGM. Ça a été obtenu grâce à une mobilisation de la société civile, mais aussi du monde paysan et agricole qui n'en est pas et n'en a pas été demandeur. Je vous invite à relire aussi les scandales sanitaires qu'on a vécus comme la vache folle. Et je vous invite aussi, mes chers amis, puisqu'on parle beaucoup de progrès et de science, et nous sommes pour la science, et écoutons avec attention ce que disent les scientifiques, et notamment ceux sur le climat et la biodiversité,
à relire un ouvrage qui s'appelle Le Grand Bluff technologique de Jacques Ellul, où vous pourrez regarder ce qui est progrès technologique et ce qui parfois est un mirage aux alouettes pour s'interroger sur les progrès ou les innovations que nous mettons en place et les conséquences qu'elles peuvent avoir derrière. Je pense que sur les NTG, c'est le débat qui est nécessaire. Et je pense, d'un point de vue démocratique, si on ne veut pas continuer à opposer les Français et les Françaises et à devoir aller faucher volontairement des OGM dans les champs, de prendre le taureau par les cornes, d'apprendre des leçons du passé et à respecter la démocratie, y compris au niveau européen. Merci beaucoup. J'ai encore 2 demandes de prise de parole. Monsieur Molac, après Monsieur Bompard, et je pense que tout le monde se sera largement exprimé. On pourra voter. Monsieur Molac pour 2 minutes. Non, je voulais juste rassurer les consommateurs de chou-fleur. Le chou-fleur a été obtenu par des méthodes génétiques tout à fait classiques, dignes du mois de Mandel, et que donc ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés. Vous pouvez en manger en toute quiétude. Merci beaucoup, Monsieur Bompard, pour la France Insoumise. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que je trouve assez stupéfiant cette capacité à se draper derrière une pseudo-rigueur scientifique pour répéter les arguments du lobby de l'industrie chimique. Parce que c'est ce à quoi on est en train d'assister depuis le début de cette discussion. Ça commence en nous disant non, non, ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés parce qu'il n'y a pas de transgenèse. Bon, est-ce que le génome est modifié de manière artificielle avec ces nouvelles techniques génétiques? Bien évidemment, la réponse est oui. On nous dit ensuite, non, non, ça ressemble aux modifications artificielles, naturelles qu'on retrouve dans la nature, des mutations des espèces, etc. Est-ce que les modifications dont on est en train de parler dans ces techniques sont des modifications artificielles ou des modifications naturelles? Ce sont des modifications artificielles. Est-ce que ces modifications artificielles sont certaines, sont sûres? Est-ce que les techniques qui sont utilisées sont infaillibles? Elles ne le sont pas. Et l'ensemble des scientifiques, des organismes de santé publique qui ont été consultés sur ce sujet, disent qu'elles ne sont pas infaillibles, disent qu'il peut y avoir des erreurs dans ces techniques et que ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves en matière de santé ou en matière de respect de l'environnement. Point. Donc vous pouvez essayer de faire passer des vessies pour des lanternes ou d'essayer de modifier la réalité de ce dont on est en train de parler, mais on est en train de parler précisément de ça. Donc ces nouvelles techniques, elles ne peuvent pas être considérées comme autre chose que les techniques d'OGM qui existent déjà aujourd'hui. Et donc il n'est pas compréhensible et il ne serait pas acceptable qu'il y ait une autre réglementation que celle qui s'applique aux OGM traditionnels qui s'applique à ces nouvelles techniques. C'est pourquoi moi je soutiens pleinement ce projet de résolution. Merci beaucoup. Tous les groupes se sont largement exprimés. Je propose aux 2 rapporteurs de répondre une dernière fois avant qu'on vote. Très rapidement, évidemment, Monsieur Turquois. Alors j'avais une question, mais on pourra peut-être en rééchanger. Il me semble que les modifications génétiques sont interdites sur les êtres humains à ce jour. Et donc, je ne crois pas qu'on ait soigné des enfants avec CRISPR-Cas9, mais j'avais entendu le cas d'une expérience en Chine sur des enfants atteints du VIH, ce qui avait été condamné par la communauté internationale. Je ne sais pas si vous évoquez autre chose, mais enfin, je ne crois pas qu'on puisse se rassurer d'utiliser des techniques de modification génétique sur les êtres humains. Concernant l'exemple du chou-fleur, la sélection traditionnelle de la main des agriculteurs ne nous pose évidemment aucun problème, mais vous l'avez compris, je crois que ce n'était pas pour nous que vous avanciez ces arguments. Évidemment, nous avons tous appris à l'école la théorie de l'évolution. Le vivant est en constante évolution et personne ici, je pense, n'est créationniste et pense qu'on est arrivé sur Terre un beau jour tel que nous sommes maintenant et que plus rien jamais ne changera. Donc évidemment, l'évolution est nécessaire, les modifications sont nécessaires et la sélection traditionnelle le fait aujourd'hui constamment. C'est le principe même de l'agriculture, en fait. Je voulais juste dire un mot sur l'exclusion des plantes issues des nouvelles techniques génomiques dans l'agriculture biologique. En fait, il est indiqué, même dans l'exposé des motifs du règlement européen dont nous parlons, que certaines plantes modifiées par NTG sont intraçables. Et d'ailleurs, c'était pourquoi il était avancé la proposition de ne pas étiqueter et de ne pas tracer, puisque de toute façon, c'est impossible pour certains cas. Mais si cette impossibilité de traçabilité est avérée, on a beau avoir adopté, la Commission a beau avoir adopté, le Parlement, pardon, a beau avoir adopté un amendement imposant la traçabilité, comment s'en assurer si, de l'aveu même de l'exposé des motifs du règlement, je n'ai pas les compétences pour savoir si tous les NTG, les plantes issues de NTG sont
traçables ou pas, mais c'est ce qui est écrit dans le règlement. Certaines sont intraçables. Comment on les trace et comment on s'assure qu'elles sont exclues de l'agriculture biologique si elles sont intraçables? Là encore, on propose juste d'appliquer le principe de précaution et de se dire que, à minima, on a un droit à l'information des citoyens, que l'étiquetage et la traçabilité sont indispensables et que si nous ne sommes pas en capacité de tracer, peut-être qu'il faut mettre en pause le sujet et rester sur la réglementation actuelle, qui est de dire que les NTG sont des OGM. Oui, peut-être, Madame Le Grip, oui, je n'ignore pas les avancées qu'il y a eu dans le débat, dans le processus de discussion et d'avancement sur le texte initial. Il y a eu des avancées par rapport au texte initial. Vous faites état effectivement des avancées qui étaient portées par votre groupe au niveau européen, mais tout comme le groupe socialiste, le groupe écologiste et probablement d'autres ont permis des avancées sur ce texte. Et justement, mais si vous lisez, vraiment, je vous invite, avant de voter, moi, de prendre le temps de lire les dernières pages qui sont la proposition de position que nous invitons le gouvernement à défendre au moment de l'examen de ces textes, qui dit bien qu'à défaut de rester sur la position, la réglementation OGM actuelle, ce que nous demandons, c'est la mise en place d'une clause de sauvegarde opt-out, et je pense qu'autour de la table, si j'ai bien écouté tous les débats, nous sommes tous favorables à ce que cette clause de sauvegarde soit permise, et c'est le strict respect des règles du traité européen, donc soit permise. Donc je pense pas que ça fasse... Voilà, je ne pense pas que ça fasse débat entre nous que de maintenir, que soit inscrite cette clause de sauvegarde. Il est dit dans le point 3 que nous prenons acte de l'adoption par le Parlement européen de la proposition de règlement issue de ces travaux, et notamment des modifications suivantes, et nous les énumérons, et c'est celles justement auxquelles vous faites référence, auxquelles je fais référence, et où je dis qui sont le fruit du travail de nos différents groupes politiques et qui ont permis des avancées que nous jugeons, nous, rapporteurs, positives et qu'il faut absolument continuer à défendre, parce que dans le processus décisionnel, quand on va arriver là au trilogue, il faut que déjà que tout ça soit bien maintenu, et c'est ce que nous voulons que le gouvernement français porte. Et disant que nous demandons au gouvernement, parce que c'est ça le sens d'une résolution, donc de défendre cela, donc de conserver ces modifications pour définir d'une position au prochain Conseil de l'Union européenne, et que nous invitons le gouvernement à s'assurer que le Conseil de l'Union européenne prendra en compte l'avis scientifique de l'ANSES et de l'EFSA, qui sont quand même les autorités scientifiques qui doivent guider le débat, parce qu'on n'imagine pas qu'une prise de décision sur un sujet aussi important ne se fasse pas sans consensus scientifique. Donc je pense que quand on a posé ces points-là sur la table, j'ai du mal à imaginer que nous ne puissions pas nous retrouver sur cette position et adopter de cette proposition de résolution. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Il n'y a pas d'amendement, donc je vous propose qu'on passe immédiatement au vote de cette proposition de résolution européenne. Qui est pour? Qui est contre? Elle est rejetée. Merci, mes chers collègues, pour votre travail et pour ce débat. Il nous reste simplement à procéder à une nomination de rapporteur d'information sur l'avenir de l'industrie européenne de défense et le développement de la base industrielle et technologique de défense européenne. J'ai reçu les candidatures de Pierre-Henri Dumont et de Lisiane Métayer, et je vous propose donc qu'on les nomme rapporteurs, sauf objection de votre part. Puisque pas d'objection, vous êtes ainsi nommés rapporteurs. Mes chers collègues, prochaine réunion, demain, c'est l'audition de M. Olivier Robke, président du CESE, et l'examen du rapport d'information du collègue Sistenstuhl. Merci beaucoup, à demain.